autour de la célébration de ce tricentenaire et elle est présidée par notre premier conférencier qui arrive, qui est Bruno Deman. Bruno, familier de ces questions de l'origine des organisations maçonniques, avait beaucoup étudié la question, était en mesure de nous livrer le fruit de ses recherches autour de la situation antérieure à 1721 et les protagonistes de notre territoire antérieurs à 1721. Dans le sillage de cette proposition, Agathe, qui, elle, est docteur en histoire, on dit docteur ou doctoresse, Agathe? Docteur en histoire, enseignante à l'université du littoral, est spécialiste de l'Ancien Régime et du personnel de l'Ancien Régime, a confronté les informations avec Bruno de façon à livrer à partir de 1721 les éléments qui nous permettront d'étayer un peu plus le faisceau de présomption qui nous amène à l'hypothèse de ce tricentenaire. Alors, je laisse tout de suite la parole à Bruno pour cette première partie de conférence. Je crois qu'Agathe lui emboîtera le propos et nous passerons le micro à la salle au terme de leur présentation de façon à échanger avec eux sur les questions que ça peut vous amener. Bruno, vous avez la parole. Juste un instant, si vous le bien, William, pour vous remercier parce que la première rencontre a été vraiment chaleureuse, formidable. On a senti tout de suite qu'il y avait une invitation, une ouverture à travailler ensemble. Et c'est ce que nous avons essayé de faire au mieux avec Agathe, que j'ai eu la chance de connaître grâce à vous, et puis au personnel ici qui a été d'un très bon accueil, et puis aussi prêt à rendre service, à nous écouter, à nous aider. Bien entendu, merci à Jacques, parce que Jacques a fait un énorme travail sur la rédaction du livre qui vous présentera en partie tout à l'heure, mais que vous pouvez, si vous ne l'avez pas, je vous l'invite à l'acquérir. C'est d'une richesse incroyable, c'est le fruit d'un travail de nombreuses années. Et donc, félicitations à Jacques. Et puis, permettez aussi, William, que je félicite quelques amis. Luc qui a pris le relais. Je vous en prie. Luc qui a pris le relais pour vous aider, vous accompagner au mieux sur l'exposition. Mais j'ai découvert des éléments très intéressants, très riches, qu'on essaiera peut-être vous aider aussi par la suite comment étoffer avec ce que nous pouvons aussi trouver. Merci à la collectivité, merci aux élus, merci au président de la communauté urbaine d'avoir bien voulu accepter à ce qu'ait lieu cette exposition sur une longue durée, et puis cette conférence ce soir. Donc, du fond du cœur et chaleureusement, merci de la part de l'amitié et fraternité et de Dunkerque 1721. Merci à vous. Et je vous cède la parole. Merci. Mesdames et messieurs, mes chers amis, merci donc de votre présence ce soir. Nous essaierons en 3 temps de vous présenter la possibilité de la création d'une première loge maçonnique à Dunkerque, de la présence avérée d'illustres francs-maçons écossais et irlandais dans notre ville, ce bien avant 1721. Puis les moments forts de ces 3 siècles d'histoire. Pour ma part, je me tâcherai à ne pas être trop long pour laisser du temps à Madame Agathe Lessen. Moi, j'avais écrit à professeur agrégé d'histoire, mais c'est docteur. Et aussi docteur. Alors, je vais vous appeler docteur, ça va? Si vous avez un petit problème, n'hésitez pas, il y a un docteur dans la salle. Et à mon ami Jacques Faure, mon ami de cœur Jacques Faure, qui vous parlera des 3 siècles d'histoire de la loge de l'amitié et fraternité. Alors, mes travaux de recherche sur l'hypothèse, alors modeste historien, surtout passionné par l'histoire de l'amitié et fraternité, passionné par la présence des Jacobites, dont je vais vous parler un peu plus sur notre territoire de Dunkerque. Mes travaux de recherche sur l'hypothèse de la création de la loge de l'amitié et fraternité à Dunkerque en 1721 par des Anglais se butaient sur 2 obstacles. Le premier obstacle est la non-reconnaissance par la Grande Loge de Londres de la création de la loge l'amitié et fraternité. Un fait pourtant régulièrement mentionné dans de nombreux ouvrages. J'ai entendu tout à l'heure d'ailleurs des noms d'historiens qui le reprennent aussi dans leurs écrits. Il y a eu un monsieur Lemaire qui a aussi repris ces propos. En fait, c'est du copier-coller qu'on dirait aujourd'hui. Hein. Là, c'était à la machine à écrire. Bon.
Mais malgré mes multiples démarches, je me retrouvais face à un blocage de Londres. L'impossibilité de trouver des informations, des archives. Le deuxième obstacle, et ça c'est étonnant de la part des historiens que j'ai cités tout à l'heure, qui n'aient pas fait cette étude de recherche, un fait tout simplement historique, c'est que, et la réponse au silence de Londres, c'est que tout simplement en 1721, les Anglais n'étaient plus présents à Dunkerque. Et pour cause, la ville avait été rachetée pour 5 millions de livres par Louis XIV le 27 octobre 1662. Et c'est le 2 décembre de cette même année que le roi fait son entrée dans la cité. Il y reviendra l'année suivante, accompagné de Vauban, pour faire de Dunkerque une place forte. Ce dernier entreprit la construction des remparts, des bassins, dont celui de la marine qui existe toujours, du fort Louis, du Risban, du fort Vallière. Un autre fait important est la destitution de Jacques II, roi d'Angleterre et d'Écosse, et sa défaite face aux orangistes à la bataille de Bonn en 1690. Jacques II trouvera refuge en France. Et pour l'anecdote aussi, il arrivera au port de Gravelines. Suivi de près de 40 000 réfugiés jacobites, les jacobites étant les soutiens de Jacques II, du roi, composés essentiellement d'Irlandais et d'Écossais. Nombre de ces réfugiés s'engagèrent dans l'armée du roi de France. Certains furent des officiers, d'autres de simples soldats. Quelques-uns réussirent dans le commerce, le négoce et le transport maritime à Nantes, à Bordeaux et à Dunkerque. Le roi Louis XIV leur accordera de nombreux privilèges, leur donnant la possibilité de faire commerce et d'armer des navires. Dès 1692, il y avait une garnison écossaise à Dunkerque, et on en parle dans le livre de Jacques avec des visuels. Cette garnison écossaise s'appelait le Royal Scot, The Royal Scot. Et parmi ces troupes, des officiers étaient connus pour être des francs-maçons. Je veux nommer Buchan, Cannon, Sir Alexander Maclean, John Fleming, 6e comte de Dunfermline, mais aussi David Graham Claverhouse, vicomte de Dundee, fils de John Claverhouse, grand maître des Templiers écossais. Tout ça à Dunkerque. Par décret de 1700, je voudrais rappeler, c'est que le roi Louis XIV décide la création de la première chambre de commerce en France. Et c'est ici, à Dunkerque, que cela se passe. Alors, il y avait bien eu, sous Henri IV, un office de commerce à Marseille, mais à Dunkerque, la volonté de Colbert était d'en faire une place forte, tant pour l'armée que pour le commerce sur terre et sur mer. Vergier, commissaire de la marine, est le président du conseil de commerce de Dunkerque. Il est aussi le chancelier de l'ordre de la Méduse, un lieu où se retrouvent négociants, officiers de marine et nobles, des prémices des réunions maçonniques, où chacun s'appelle frère. Nous retrouverons de nombreux négociants et armateurs jacobites à Dunkerque. Retenez ce nom: Charles Radcliffe, comte de Derwentwater, James Hector Maclean, baronnet d'Écosse, O'Egerty et bien d'autres. Ces trois mousquetaires qu'on va retrouver très souvent dans l'histoire des prémices de la franc-maçonnerie dans notre pays. Je disais donc l'obstacle du silence de Londres, la non-possibilité à ce que ce soit une loge anglaise. Chacun comprendra que la thèse de la création de la loge L'Amitié et Fraternité par les Anglais doit être rejetée. Les Écossais et Irlandais présents à Dunkerque, mais aussi à Mons, Saint-Omer, étaient des fidèles de Jacques II. Ces trois villes abritaient des garnisons jacobites. Et c'est aussi à Mons, je dois le rappeler, que sera créée en 1721, en décembre 1721 exactement, la loge La Parfaite Union. Dunkerque, ville de corsaires, a dû subir l'affront du traité d'Utrecht en 1713 et la démolition des fortifications qui s'en suivirent. On peut imaginer difficilement que les Dunkerquois puissent s'unir avec les Anglais pour la création d'une loge maçonnique. De même, il est courant de lire que la franc-maçonnerie, telle qu'elle se pratique encore aujourd'hui, serait née en 1717 à Londres. C'est faire fi de nombreux écrits bien antérieurs à cette époque,
de l'existence de loges maçonniques écossaises. Permettez-moi de penser que la création de la Grande Loge de Londres, le 24 juin 1717 pour être précis, est surtout un acte politique et de religion, car créée par des orangistes, ceux-là même qui avaient renversé et expulsé d'Angleterre le roi catholique écossais Jacques II. Pour étayer ce propos, je voudrais rappeler que les premières loges anglaises, avaient des noms de tavernes et les loges écossaises des noms chrétiens. Il est bon de rappeler que durant ces 2 premiers siècles, ou un peu plus, Jacques pourra le confirmer, les 2 premiers siècles d'existence de la loge dunkerquoise l'Amitié Fraternité, en fait, son nom s'appelait exactement la loge Saint-Jean de l'Amitié Fraternité, ce qu'on retrouve sur de nombreux documents et de nombreux courriers. Les Jacobites, comme je vous le disais, étaient installés à Dunkerque dès 1688 et l'arrivée de Jacques II contraint de se réfugier en France. C'est ici que Charles Radcliffe et les troupes jacobites embarquaient pour mener les révolutions en Angleterre. Il était des coutumes que partout où les Écossais et les Irlandais s'installaient, ils créaient une loge maçonnique. Pour étayer ce propos, voici un extrait d'un entretien accordé au blog La Pierre philosophale par André Kervella, historien brestois, spécialiste de la franc-maçonnerie antérieure à 1725 et seul à avoir eu accès aux archives des Stuarts. Voici ce qu'il écrit. Au début des loges, du moins en France, et c'est aussi le cas en Écosse, au XVIIe siècle, il suffit à un frère d'avoir été initié quelque part pour qu'il fasse du prosélytisme ailleurs. Il regroupe alors d'autres personnes autour de lui, il les initie à son tour, et c'est ainsi qu'il peut former une nouvelle loge. Voilà pourquoi, jusqu'aux années 1760, on trouve dans des répertoires français des loges personnelles, c'est-à-dire des loges dont le chef est toujours le même, depuis leur création. Comme si son fondateur sans considérer l'âme ou le propriétaire. On ne procède alors à aucune réélection annuelle, sauf peut-être pour des officiers adjoints. Le même cas de figure se présente quand 2 ou 3 frères se rencontrent en un même lieu et décident de se mettre ensemble pour recruter des néophytes. Une autre possibilité se présente lorsqu'une loge entière décide de créer une autre loge, soit en détachant une partie d'elle-même, et c'est alors ce qu'on appelle un essaimage, soit en cautionnant un groupe extérieur qu'elle accrédite comme nouvelle. Je dis seulement que ceux qui ont donné l'impulsion du réseau en France sont des jacobites et qu'ils sont venus se réfugier dans le pays. Une fois l'impulsion donnée, des Français ont participé à la diffusion sans pour autant se sentir obligés par des engagements politiques. Alors, je le disais, une loge entière décidait de créer une autre loge, c'est ce qu'on appelait un essaimage. La devise de l'amitié et fraternité est butiner pour essaimer. En 1715, Charles Radcliffe, comte de Derwentwater, embarque à Dunkerque avec son frère pour l'Écosse, où ils participeront à la révolte contre les Hanovres au pouvoir à Londres. Tous 2 seront faits prisonniers et enfermés à Newgate à Londres. Charles Radcliffe réussit à s'enfuir pour rejoindre la France. Son frère périt sur l'échafaud en 1716. En 1725, Charles Radcliffe crée la loge Saint-Thomas à Paris, dont il deviendra le grand maître en France. En novembre 1745, il embarque pour une dernière fois à Dunkerque pour l'Écosse, où il sera arrêté, condamné à la peine capitale en 1746 à Londres. Aujourd'hui encore, en Écosse, au Pays de Galles, en Irlande, on chante un chant à la gloire et à la mémoire de ce comte Charles Radcliffe, comte de Derwentwater. Si je me suis quelque peu attardé sur ce personnage sans trop dévoiler ce que diront Agathe et Jacques, c'est pour vous faire la démonstration que la présence du grand maître Charles Radcliffe à Dunkerque rend plausible à la création de la loge L'Amitié et Fraternité en 1721. C'est en 1732 que l'Amitié et Fraternité sera reconnue par la Grande Loge de Paris, où sont fédérées les loges stuartistes. En 1742, le duc d'Antin, grand maître de la Grande Loge de Paris, venu à Dunkerque, confirmait à l'Amitié et Fraternité son titre de loge
primitive. Alors oui, et nous sommes de plus en plus nombreux à considérer que l'amitié et fraternité est bien une loge primitive et la loge mère de nombreuses loges sur plusieurs continents. Ce que nous savons, et nous sommes certains, c'est qu'il y avait des réfugiés jacobites à Dunkerque qui ont exercé les plus hautes fonctions, ont participé au développement de la cité, du commerce et du port. Je laisse maintenant la parole à Madame Agathe, docteur en histoire, qui reviendra sur les noms de ces Écossais et Irlandais présents à Dunkerque. Mesdames, Messieurs, mes chers amis, merci de votre présence aussi nombreuse. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite une belle soirée. Eh bien, bonsoir, merci à toutes et à tous d'être venus. Merci à Bruno et à Jacques pour leur invitation. Alors, je vais donc en fait vous proposer une courte communication pour évoquer les facteurs qui permettent en effet de considérer que Dunkerque est un terreau qui est favorable à la franc-maçonnerie et donc pourquoi pas à une franc-maçonnerie donc, qui serait implantée de façon très précoce. On peut donc s'interroger sur le contexte qui a permis, je dirais, donc cette implantation. Nous savons donc, selon l'ouvrage de Daniel Roche, qui est un spécialiste du XVIIIe siècle et des circulations internationales, qu'il y a des catégories qui vont jouer un rôle extrêmement important dans la diffusion de la franc-maçonnerie. Ce sont des catégories qui sont mobiles, qui sont donc en train de sillonner au cours du XVIIIe siècle les axes traditionnels de passage, que sont les ports, les fleuves, les routes et les frontières. Alors à Dunkerque, alors j'espère que ça va fonctionner, oui. Dunkerque est donc particulièrement favorisée par sa situation puisqu'elle est à la fois un port, mais aussi une ville frontalière proche des Pays-Bas autrichiens, du Royaume-Uni, d'abord des Provinces-Unies, pardon, et ensuite du Royaume-Uni, et en particulier avec Londres, dont les liens sont très importants. Alors il est vrai que ce n'est pas parce que vous venez de Londres que vous êtes un franc-maçon, mais le fait donc d'avoir de nombreux soldats ou voyageurs au début du XVIIIe siècle qui viennent de Londres et se rendent sur Dunkerque. Alors, on ne fait pas simplement un aller-retour dans la journée, puisque nous avons aux archives un registre concernant l'embarquement donc des passagers sur des navires étrangers dans le port de Dunkerque, qui nous montre que l'embarquement peut prendre plusieurs semaines. Donc ces personnes restent à terre et elles peuvent donc finalement, parce qu'elles ne sont pas isolées de la population, diffuser des idées, des façons de faire, des sociabilités et donc pourquoi pas favoriser la franc-maçonnerie. Alors, deux catégories de personnes favorisent cette diffusion. Comme l'a indiqué Bruno, il y a les militaires. En effet, à Dunkerque, je dirais à cause ou malgré les tensions qui sont liées au conflit franco-britannique, les Anglais sont très présents. Et donc, nous avons, selon Daniel Roche, parmi donc, les francs-maçons qui ont diffusé la franc-maçonnerie, nous savons que en premier, ceux qui ont œuvré au développement, ce sont les militaires. Pourquoi ? Parce que les militaires, en fait, sont extrêmement mobiles. C'est lié, bien sûr, à leur statut. Donc, cela va entraîner pour eux la nécessité, pour, je dirais, pallier
aux difficultés liées au déracinement, eh bien, de générer un phénomène associatif, ce qui va permettre de renforcer la cohésion du groupe, de s'assurer bien sûr protection et solidarité à ses membres. Et comme la vie, bien sûr, est courte et puis parfois extrêmement dangereuse pour ces militaires en temps de guerre, il est donc important pour eux d'avoir un groupe sur lequel ils peuvent compter. De plus, la création de la loge, et là ça rejoint le temps de paix, est un moyen de lutter contre la grisaille de la vie de garnison, puisque les soldats au XVIIIe siècle sont encasernés, aussi bien les officiers que les soldats de base. Et donc vous comprenez que la vie est un peu monotone, il n'y a pas les réseaux sociaux pour faire un anachronisme comme nous avons aujourd'hui, ils peuvent s'ennuyer, bon, il y a certes le théâtre, mais bon, c'est pas toujours évident. Donc la création de loges permet à ces militaires d'avoir un terrain de récréation, c'est un milieu qui va favoriser les discussions et on peut aussi nouer des relations agréables avec des notables si ces derniers intègrent la loge, car ils sont initiés. Alors, les militaires d'origine britannique sont nombreux à Dunkerque, donc les Royal Scots ont été évoqués par Bruno, mais n'oublions pas aussi que selon le registre de l'Amirauté, donc ce registre qui permet de voir le passage donc, de ces personnes sur des bateaux donc, étrangers, c'est dans le port de Dunkerque pour aller vers donc, différentes directions, eh bien, nous avons au cours du XVIIIe siècle, la première moitié du XVIIIe siècle, de nombreux militaires qui traversent la mer du Nord pour rejoindre Londres. J'ai relevé au moins 42 soldats ou officiers de régiments irlandais, donc jacobites, basés en France. Et on sait que certains d'entre eux, notamment les sieurs Swain et Brown, qui sont officiers dans le régiment de Bulkeley, donc sont bien des jacobites, viennent de Valenciennes. Quel est l'intérêt de préciser cette origine? Eh bien, c'est qu'on sait qu'aussi à Valenciennes, il y a une loge maçonnique qui existe au moins depuis 1731, semble-t-il. Donc là, vous voyez, les soldats, je ne dis pas qu'ils sont tous francs-maçons, mais ils sont quand même proches de ces milieux jacobites où la franc-maçonnerie est développée. Donc, pourquoi pas un facteur qui favoriserait eh bien, une implantation précoce ou du moins dynamiserait la vie locale. Alors, sur ce registre, nous avons, donc, que j'ai dépouillé, nous avons en fait le greffier qui a enregistré plus de 3500 passagers entre 1727 et 1740. Et sur ces 3500 passagers, nous en avons au moins 2600 qui se rendent en Grande-Bretagne. Donc vous voyez bien les liens très forts qui existent entre Dunkerque et le Royaume-Uni, malgré, je dirais, bien sûr, les tensions qui ont eu lieu suite à Utrecht et la destruction du port de Dunkerque. Il renaît et le lien avec la Grande-Bretagne reste très fort. Vous avez donc parmi ces passagers, donc vous voyez la destination, c'est essentiellement donc Londres. Eh bien, vous me direz, bon, ils ne sont pas tous anglais, certes, mais lorsqu'on regarde l'origine des passagers, l'origine anglaise donc, domine très vite à partir de 1728. Et dans le groupe qu'on a pu identifier, au moins 37% des Britanniques sont en fait des Londoniens. Or, vous avez des loges à Londres. Donc, vous avez aussi cette prégnance qui est très forte. Donc, deux marchands britanniques qui viennent régulièrement sur Dunkerque et qui fait que, eh bien, ils peuvent à leur tour diffuser, pourquoi pas, donc des sociabilités, des idées qui viennent du Royaume-Uni et donc qui peuvent ainsi atteindre Dunkerque. Donc, il ne faut pas s'imaginer que les Britanniques et les Dunkerquois vivent, je dirais, de façon complètement séparée, loin de là, car dans le registre de l'Amirauté, nous avons le greffier qui note comment on peut retrouver l'identité de ces personnes. Alors, je vous ai ici mis pour illustrer nos propos un passeport qui date du début du 19e siècle. Il faut savoir qu'à partir du 18e siècle, nous avons donc les autorités urbaines et les autorités ici donc de l'Amirauté et les autorités royales qui tentent de contrôler l'identité des passagers. Ça se fait par deux moyens. Soit vous avez un document écrit qu'on appelle passeport pour, je dirais, les civils. Par contre, les militaires ont bien un congé, donc qui signifie qu'ils ne sont pas des déserteurs. Donc là, on peut les identifier, mais cela ne concerne que la moitié des personnes qui embarquent à Dunkerque. L'autre moitié eh bien, va utiliser ce qu'on appelle un garant, une personne qui va répondre de l'identité, de la bonne foi de ces marchands auprès des autorités locales ou royales. Donc à Dunkerque, lorsqu'on regarde les Britanniques qui embarquent donc, sur des navires britanniques, parfois hollandais, vers Londres, eh bien, on s'aperçoit que leurs garants, ce sont des négociants d'origine britannique, comme les Bedford, Purcell ou encore Kettine, voire même des aubergistes, comme l'aubergiste anglais, Horis, qui est installé à Dunkerque et qui a pignon sur rue. Donc vous voyez que ces marchands, donc londoniens, ont bien des contacts forts avec des négociants anglais
implantés à Dunkerque, ou irlandais, hein, puisqu'en fait le greffier dit anglais, mais on a souvent des Irlandais. Et en plus, ces personnes qui sont installées à Dunkerque, qui sont d'origine britannique, pour être un peu plus général, conservent des liens forts avec le Royaume-Uni, puisque, par exemple, Bedford, Pierre-Claude Bedford, eh bien, épouse en 1712 Hélène Johnson, dont le père, en fait, est Gérard, est natif de Londres. Et cette Hélène Johnson Bedford se rend en 1730 au Royaume-Uni, à Londres, avec sa belle-sœur. Donc, vous voyez, les liens sont très forts. Quant au négociant anglais Keating, Guillaume Keating, lui se rend en Angleterre, et particulièrement à Londres, 9 fois entre 1730 et 1737. Donc les liens restent très forts avec donc, ces Britanniques, et ces Britanniques installés à Dunkerque conservent encore des liens importants avec leur archipel d'origine. Donc nous avons un substrat qui est favorable à la diffusion d'idées britanniques, de sociétés britanniques sur le continent. Là-dessus, bien sûr, il faut ajouter le facteur donc, de politique internationale et nationale, c'est-à-dire en fait le fait que, en effet, Jacques de Stuart, en 1688, est chassé du trône d'Angleterre suite à la Glorieuse Révolution et est remplacé par Guillaume d'Orange. Guillaume d'Orange qui devient l'ennemi de Louis XIV. Il est l'époux de Marie Stuart, hein, c'est pour ça que les deux peuvent gouverner et régner en Grande-Bretagne. Et Louis XIV, bien sûr, ayant en face de lui maintenant un ennemi déterminé, va soutenir la cause jacobite. Alors, les jacobites vont pouvoir compter sur le soutien donc, du pouvoir français, et donc le pouvoir français ne va pas poursuivre les francs-maçons, il va les laisser, parce que selon le docteur Louis Lemaire, eh bien, le pouvoir français perçoit en fait la franc-maçonnerie comme un moyen permettant de rétablir la dynastie des Stuarts en Angleterre. Alors, il faut aussi souligner que les milieux dirigeants français sont également, je dirais, assez favorables, dans le sens où ils côtoient des francs-maçons jacobites influents. Ainsi, donc, le franc-maçon Ramsay, évoqué donc par Bruno, eh bien, est en 1709 dans le cercle de Fénelon, Fénelon qui est très proche du pouvoir. Et en 1725, par exemple, il rentre également au service du duc de Sully, membre de l'Académie des sciences qui va jouer un rôle extrêmement important dans la diffusion des Lumières en France au XVIIIe siècle. Donc Louis XIV soutient la cause de Jacques II et, comme elle l'a évoqué Bruno, Jacques II va utiliser, et ensuite les jacobites, eh bien, vont utiliser la côte entre Dunkerque et Gravelines pour tenter bien sûr de reconquérir la couronne d'Angleterre en s'embarquant dans notre région pour 2 débarquements au moins au début du XVIIIe siècle, en 1715 et en 1744. Alors, pour préparer leurs expéditions, les Stuarts peuvent bien sûr compter sur le pouvoir français, mais également aussi sur les jacobites, des jacobites bien implantés à Dunkerque. Alors, on retrouve donc ces jacobites en tant que négociants et armateurs. Alors, on a bien sûr le jacobite Matthew Harris qui, en 1712, arme dans la course contre, bien sûr, les Anglais, Charles Radcliffe, l'incontournable. Et nous avons aussi, un peu plus au début du XVIIIe siècle, des personnes comme Édouard Gouge, Walter Rutledge ou encore Edmond Archidéacon, excusez-moi, je ne sais pas très bien le prononcer, ainsi que les Kavanagh. Alors, la présence des jacobites à Dunkerque est incarnée aussi par un lieu. Alors, c'est ici, donc vous voyez une place plantée d'arbres au numéro 59, c'est la place Dauphine, l'actuelle place du marché près de la Bible. Et vous avez ici représenté sous la flèche jaune le couvent donc des dames anglaises, des bénédictines anglaises qui sont implantées à Dunkerque en 1662. Alors, ce sont des catholiques, c'est pour ça qu'elles sont sur le continent. Alors, malgré leur exil sur le continent, elles conservent elles également des liens très forts avec certaines familles restées en Angleterre, et ce, dans la première et deuxième moitié du XVIIIe siècle. En effet, ces bénédictines sont cloîtrées, elles consacrent leur vie à la prière, mais elles jouent également un rôle éducatif important puisqu'elles accueillent en pension des jeunes filles britanniques. Et d'ailleurs, en 1738, le greffier de l'Amirauté indique bien dans son registre l'embarquement de 4 pensionnaires des dames anglaises qui regagnent Londres. Donc on voit bien la persistance des liens entre ces couvents et les familles britanniques qui n'ont guère quitté leur sol natal. Et d'ailleurs, nous avons des études menées par Laura Luke-Sterrit qui est en train donc de relever le nom de toutes ces religieuses donc implantées dans des couvents à Gravelines, Dunkerque, Bruges, etc. Et on voit que ce sont en fait bien des Anglaises qui viennent sur le continent européen, alors qu'on aurait pu croire qu'au bout de plusieurs décennies, ce sont finalement des religieuses qui seraient issues d'un recrutement local. Non, on a bien des religieuses qui viennent d'Angleterre.
Alors, quel lien avec les jacobites? Eh bien, il faut savoir que la première abbesse bénédictine de Dunkerque est très proche du cercle jacobite, puisque, alors là, vous avez son portrait, le dernier roi Jacques II avait un secrétaire, et son secrétaire n'était autre que le frère de Lady Mary Caryll, la première abbesse bénédictine donc de Dunkerque. Et grâce à ces liens, eh bien, le musée des Beaux-Arts de Dunkerque conserve encore donc cette fois-ci le masque funéraire de Jacques II. Alors, vous avez donc ces liens qui perdurent, et nous savons que ces religieuses cloîtrées, donc britanniques, au cours du XVIIIe siècle, alors continuent à prier pour la chute des Hanovre. Alors vous me direz, bon, les prières ne sont peut-être pas toujours les moyens peut-être les plus efficaces, mais elles jouent un rôle plus actif. En effet, elles vont soutenir en fait les mouvements dirigés contre les Hanovre en protégeant, en ayant des liens avec des missionnaires. Donc en fait des prêtres anglais, irlandais, catholiques, qui sont formés sur le continent, qui sont ensuite envoyés sur l'archipel britannique, afin bien sûr de répandre et de fomenter des mouvements contre le pouvoir de la dynastie des Hanovre. Alors on les retrouve dans les registres de l'amirauté, puisque nous avons l'aumônier des sœurs donc, anglaises qui répond de 5 étudiants anglais. Or, les étudiants anglais, l'un d'entre eux vient de Douai. Et c'est à Douai que l'on forme les prêtres catholiques qui sont ensuite envoyés reconquérir l'Angleterre et où souvent, ils sont exécutés. On a aussi mentionné clairement par le greffier, à l'extrême fin du registre, 2 missionnaires anglais, Constable et Green, qui s'en retournent à Londres. Et nous avons également 10 prêtres irlandais qui regagnent l'Angleterre, dont 8 entre 1738 et 1740. Nous sommes très proches donc, vous voyez, de la deuxième tentative de récupération du trône par les Stuarts, puisque ce sera 1745-46. Et là, on voit une montée en puissance de l'envoi de missionnaires catholiques donc vers l'Angleterre. On peut donc se demander si ce n'est pas en lien avec les négociations qui sont menées à l'époque par Lord St. Peel, qui est l'agent du prétendant Stuart, qui dès 1739 rentre en contact avec le cardinal de Fleury afin d'obtenir en fait l'appui des Anglais des Français contre les Anglais en Écosse. Et les garants de 3 congrégationnistes, donc en fait des membres de congrégations comme des bénédictins, qui sont envoyés à l'extrême fin de notre période en Angleterre, sont cette fois-ci des négociants irlandais établis à Dunkerque. 2 d'entre eux, en fait, Bruxelles et Rutledge nous intéressent, puisque Bruxelles est l'homme d'affaires qui est en lien avec Rutledge. Ces 2 hommes donc, ont des liens très forts, on les voit aussi en témoin de baptême, etc. Et le banquier irlandais Rutledge, Walter Rutledge, est un jacobite convaincu. Il vient de Nantes, sa famille est implantée à Nantes. Il est en lien avec Antoine Walsh, qui est un noble irlandais établi armateur à Nantes. Et Rutledge va avancer une grande partie des fonds qui sont nécessaires au financement de l'expédition de 1745 du prétendant Stuart. Donc vous voyez, sur Dunkerque, ce n'est pas parce que nous sommes au milieu du XVIIIe siècle que les liens avec les jacobites où la franc-maçonnerie rayonne, sont coupés. Alors, je ne dis pas qu'ils sont francs-maçons, mais on a des facteurs qui montrent bien que ces milieux continuent à être présents à Dunkerque et peuvent donc éventuellement diffuser donc, la franc-maçonnerie. Alors, les francs-maçons à Dunkerque vont être bien intégrés, ou du moins les jacobites sont bien intégrés, et on peut donc présupposer que les francs-maçons le seront par ce fait. En effet, vous avez des négociants catholiques irlandais comme Guillaume Bowens, Édouard Gouge que nous avons évoqué, ou encore Roger Redford, qui vont pouvoir rentrer dans les cercles politiques de la cité. Alors ici, pour avoir une image un peu plus agréable, je vous ai montré le bureau de l'hôpital général avec des personnages, des négociants dunkerquois, dont certains font partie de l'échevinage. Et là, nous avons retrouvé dans les listes des échevins, donc des membres qui dirigent la cité de Dunkerque, comme échevin Guillaume Bowles, donc c'est un Anglais, un étranger, entre guillemets, mais ça ne pose pas de problème, il est catholique, il défend les intérêts du royaume de France, donc on peut le mettre comme échevin. Édouard Gouge va être également échevin de 1701 à 1703, puis ensuite il va jouer un rôle extrêmement important à la chambre donc, de commerce, où il va siéger pendant 5 ans. Et Roger Redford, le dernier donc je vous cite, lui va carrément occuper les fonctions de bourgmestre à 2 reprises. Donc c'est lui en fait le responsable du conseil municipal. C'est un homme extrêmement influent de 1702 à 1705, puis de 1716 à 1719. Donc vous voyez,
à Dunkerque, les personnes d'origine donc étrangère peuvent parfaitement être très bien intégrées à la cité, à l'élite municipale et donc bien sûr après favoriser certaines entreprises donc nécessaires à la réussite de leur projet. L'intégration se passe par les mariages, puisque Guillaume Bowens se marie avec Marie Scadar, qui est la belle-sœur de l'échevin Pierre Vinceau. Édouard Gouge est le parrain du fils du premier échevin Pierre Teug et Claire Coppens. Là, vous avez deux grandes dynasties scabinales extrêmement puissantes à Dunkerque, et on ne choisit pas un parrain par hasard. Donc, vous voyez la preuve que les jacobites sont très proches du pouvoir municipal. Quant aux sieurs Rutlige et Ardéacon, ils ont noué des alliances avec l'élite locale, puisque, par exemple, eh bien, le sieur Rutlige va épouser d'abord une demoiselle Lefebvre des Amourettes, qui est apparentée aux de Meulebec, une des dynasties les plus puissantes, mais également aux Teug et aussi à la dynastie des Fauconniers, qui tient bien sûr la fonction de grand bailli, donc en fait représente le pouvoir royal sur Dunkerque. Et comme il perd sa première épouse, il se remarie, et la seconde épouse, Marie-Françoise Varlet, n'est autre que la fille du bourgmestre Jean-Jacques Varlet. Donc vous voyez des hommes qui sont très bien implantés, qui ont des relais au niveau local, mais aussi au niveau, donc je dirais, via l'intendant, vers le pouvoir royal. Alors, en l'absence de documents, bien sûr, concernant le tout début du XXe siècle, nous pouvons supposer qu'au cours donc, de ce siècle des Lumières, la loge de Dunkerque va petit à petit intégrer donc, des personnes de l'élite négociante. On va les retrouver. Et le fait donc ici d'appartenir à l'élite de la cité va se traduire par l'entrée dans, je dirais, les loges. Alors, ceci est valable dans d'autres villes en France. On voit les négociants rentrer dans les loges maçonniques parce que c'est un moyen pour eux d'affirmer aussi leur appartenance à une élite, de se séparer d'autres élites municipales et donc ainsi de s'affirmer. En gros, selon le fonds Bacquart-Elbod, puisque là nous avons des données que pour l'extrême fin du XXe siècle, nous constatons que la loge dunkerquoise accueille essentiellement des négociants tels Emery, Power, Van Hey, Desticker, Forceville. Et c'est eux qui sont majoritaires. En gros, sur 38 membres, on en a 22 à 23 qui appartiennent vraiment au monde des négociants. Et ils sont toujours très proches du pouvoir municipal, puisque dans les nébuleuses familiales, on retrouve des noms tels que les Coppens, Coffin, des Stickers, des Touches. Et j'ai même donc des échevins, cette fois-ci, on va dire entre guillemets originaires de Dunkerque, tels Taverne de Nieppe ou encore Roger Destouches ou François Coppin, qui sont des francs-maçons. Alors, le sieur Taverne de Nieppe est quelqu'un qui est extrêmement intéressant. Il a une bibliothèque de plus de 1200 ouvrages, ce qui est très rare pour l'actuelle région du Nord-Pas-de-Calais. Et dans sa bibliothèque, eh bien, qui a été étudiée par Madame de Bournonville dans sa thèse, on a retrouvé 2 ouvrages brochés qui évoquent clairement la franc-maçonnerie. Donc, comme vous le voyez, à l'instar de nombreuses loges fondées dans le Royaume de France, la loge de Dunkerque a bénéficié d'un substrat qui est favorable, une situation géographique et commerciale avantageuse, la proximité avec l'Angleterre, la force des liens avec Londres, qui est donc un lieu où la franc-maçonnerie est présente, et aussi l'importance du mouvement jacobite qui a permis l'essaimage des loges en France. Alors même si l'appartenance à une société d'initiés a pu provoquer quelques craintes au départ chez les autorités locales ou royales, il semble qu'à l'extrême fin du XVIIIe siècle, les francs-maçons sont très bien intégrés à l'élite locale à Dunkerque. Leur conformisme vis-à-vis de la religion officielle y est certes pour beaucoup, mais ça c'est aussi valable notamment pour Lille. Nombre de leurs membres appartiennent donc aux familles municipales et certains d'entre eux vont donc pouvoir permettre à la loge de traverser les vicissitudes de l'histoire. Et pour cela, je laisse la parole donc à Monsieur Faure qui vous présentera bien sûr ces personnages qui ont permis à la loge de survivre malgré bien sûr les aléas de l'histoire. Je vous remercie de votre attention. Merci Agathe pour cette contribution. Merci Bruno pour l'introduction convaincante que vous avez menée. Alors, pendant que Jacques nous rejoint pour présenter sa proposition, je vous propose d'interroger déjà, si vous le souhaitez, Bruno ou Agathe sur les propos qui vous ont été présentés. Est-ce que quelqu'un a une question sur ce temps des origines et sur cette première communauté maçonnique du territoire?
Alors, je vais différer l'échange de questions à tout à l'heure suite à l'exposé de Jacques. Alors, Jacques, je te laisse la parole sur la restitution étudiée en détail de la vie de la loge et de l'ensemble des activités de l'amitié et fraternité depuis qu'on a pu en trouver la trace dans la variété des documents, comme on le disait tout à l'heure, lacunaires pour le XVIIIe siècle, mais commençant d'être très bien identifiés à partir de la seconde partie du siècle et a fortiori ultérieurement. Donc, on te laisse la parole pour cette grande aventure de l'amitié et fraternité. Merci. Merci beaucoup, William. Bon, après les prémices que nous avons entendues, je vais dire les préliminaires, mais c'est surtout les prémices. C'est juste. Je vais vous parler de l'amitié fraternité. Et comme son nom l'indique, comme vous le voyez, c'est L', amitié. De temps en temps, on voit imprimé sur un document émanant de la loge Amitié et Fraternité. Le L est manquant, mais il existe bien. Il est depuis le départ. Ce que je voulais aussi vous dire, c'est que c'est un nom français. On n'a jamais retrouvé le nom de la loge sous un intitulé anglais. Donc, ça aurait pu être Friendship and Fraternity. Bon, non, c'est toujours l'amitié et fraternité depuis le début. Je sais pas si, oui. Alors là, tout à l'heure, on en a parlé avec Bruno. C'est donc butiné pour essaimer à l'amitié fraternité. Et le symbole qui montre bien la loge, c'est une ruche avec ses abeilles qui sont autour et puis qui vont chercher pour essayer de toujours grossir la loge. C'est en reprenant l'intitulé du docteur Lemaire qui était Dunkerque, berceau de la franc-maçonnerie en France. La page ci présente est l'introduction du texte de Raymond de Bertrand dans sa monographie de la rue David d'Angers, parue dans Mémoire de la Société dunkerquoise en 1858, qui révèle la date du 13 octobre 1721. C'est la première fois qu'on voit ce texte imprimé 13 octobre 1721. La date est très précise, même si elle ne précise pas que c'était un lundi. Malheureusement, Raymond de Bertrand ne cite pas ses sources. Il se base sur ses souvenirs de louveteau, c'est-à-dire qu'il était un fils de franc-maçon, qu'il était né en 1802, et ses souvenirs, donc, il a alors 56 ans. Son père, Pierre-Jean de Bertrand, était membre d'une loge, effectivement, était membre de la loge La Trinité. Donc, il n'était pas à la loge de l'amitié et fraternité. Raymond de Bertrand cite « Le très noble prince Jean, duc de Montagu ». Et pourtant, Jean de Montagu, 1690-1749, était bien grand maître de la Grande Loge de France. De la Grande Loge de Londres, excusez-moi, de la Grande Loge de Londres en 1721. Un extrait des registres des délibérations du Grand Orient de France de 1807 l'atteste. Donc ça, c'est l'extrait, le haut du livre est 1807, et on voit bien Jean, duc de Montagu. Pour ce qui est de John de Montagu, les différents auteurs d'alors le nomment différemment. Raymond de Bertrand, on l'a vu, le nomme très noble prince. Henri Lemaître va jusqu'au duc. Albert Antoine lui donne le titre de vicomte et le rang maçonnique en 1732 de grand maître d'Angleterre. Gustave Borde et Émile Le Sueur s'en tiennent prudemment au titre de lord, tout en répétant que Jean de Montagu est bien le grand maître. Sur cette page de Raymond de Bertrand, on y trouve aussi les noms de Romalet, vénérable en 1721. Puis on passe aux frères de la Bretagne, vénérable en 1732, dont aucune trace ne se retrouve dans les archives de la CMUA ou à la Bibliothèque nationale de France. L'année 1741
ne nous apportera pas beaucoup plus de renseignements, ou plutôt d'affirmations quant à la naissance de l'amitié et fraternité en 1721. Le duc d'Antin, on l'a cité aussi tout à l'heure, premier grand maître français élu en 1738, reconnut par un bref, le 3 juillet 1741, la légitimité de l'amitié et fraternité, comme je cite, « loge primitive ou première, créée dans le département maritime de la Flandre française, avec pouvoir d'inspecter toutes les autres loges dans l'étendue du dit département. » Nous reparlerons de cette date de 1741. Toujours sur la même page de Raymond de Bertrand, il est cité le vénérable du nom de Gentis. On verra son orthographe aussi de Zanis ou de Zantès. Ce monsieur n'a encore jamais été rencontré sur un papier émanant de la loge L'Amitié et Fraternité, du moins à cette époque, et demeure un grand inconnu. En 1743, donc c'est exactement le même frontispice que tout à l'heure, mais l'année a changé, c'est devenu 1743. Le 1er novembre, un chapitre Rose-Croix fut fondé et reçut les lettres capitulaires émanant du Grand Orient de France. Ce document aussi est aussi inexistant. En 1756, le 1er mars, une constitution, c'est-à-dire une reconnaissance de la loge, est donnée à la loge ainsi qu'une patente délivrée par le Grand Orient. Alors là, ça va se compliquer. L'abbé Henri Jean-Baptiste, curé de Saint-Éloi, fut vénérable de la loge en 1774-1775. Il décédera en août 1782. En cette fin de vie, il brûla les archives de la loge qu'il avait à son domicile. Les frères de celle-ci font connaître au Grand Orient, uniquement en 1787, donc après la mort de l'abbé Henri, font connaître au Grand Orient que les constitutions ont été brûlées par le frère Henri. Pourquoi? On n'a jamais su pourquoi il avait brûlé. Il avait brûlé ses archives. Il en est de même de la loge de Hédin qui, elle aussi, a eu à un moment ses archives brûlées. Bon, il y a une partie qui a quand même été récupérée. Donc tout ça, ça n'arrange pas l'histoire de la loge. L'amitié et fraternité fut mise en sommeil de 1792 à 1797, dû évidemment à la Révolution. À la reprise des réunions, des réunions, la loge se tenait rue du Bogard ou rue de l'Ancienne Comédie. Actuellement, c'est la rue Nationale. En 1811, les locaux furent transférés rue de la Tour d'Auvergne. Actuellement, c'est la rue David d'Angers. Et cela dura jusqu'à une nouvelle mise en sommeil en 1847. Entre-temps, une annonce est faite au Grand Orient. La loge célébrera le 20 juillet 1841 les 100 ans de sa fondation. On ne cite pas 1721. Donc, les papiers les plus anciens citent toujours 1841 et on n'est jamais avec 1721. Il faudra attendre la conclusion pour savoir le fin fond de l'histoire. Alors, dès 1846, la loge L'Amitié et Fraternité, elle est criblée de dettes. Elle subira de nombreuses attaques, de velléités internes, et cela ira croissant, jusqu'à ce que le 4 avril 1849, la vente du mobilier et des décors de la loge se fera sur la place Jean-Bart, par voie d'huissier. Sur cette liste à l'après-vert, on peut voir un grand portrait à l'huile représentant un roi d'Angleterre, c'est très, très vague, 11 autres portraits à l'huile. Nombre de ces tableaux se trouvent actuellement au musée de Picardie à Amiens. Comme vous avez pu voir dans l'exposition, si vous avez pu faire un petit tour, il y a quand même le tableau peint par Van der Pluijm de Jean-Marie Emery et puis Van der Pluijm peint par lui-même. Ces deux tableaux étaient dans la loge aussi de l'Amitié et Fraternité. Donc en 1846 s'ensuivit la destruction des archives, ou du moins l'éparpillement, et la dissolution de la loge.
Cet article que vous voyez là est pris dans le journal L'Ain-Dunkerquoise, 3 avril 1849. C'est un document de la CMUA. Ce ne sera qu'à partir de 1891 que la loge L'Amitié et Fraternité rejoindra définitivement la Grande Loge de France. Nous avons dépendu du Grand Orient pendant 170 ans. Oh, ça s'est bien passé. Je le dis pour mes amis du Grand Orient. Le 25 novembre 1891, une constitution est accordée sous le numéro 313, on le voit dans le tampon au centre, à la loge L'Amitié et Fraternité, Orient de Dunkerque, par la Grande Loge de France. Ce réveil se fera grâce aux frères Denis Constant et Émile Gustave Desmond, dit Gustave Desmond. C'est à Montpellier, où il faisait sa médecine, qu'il fut reçu franc-maçon en 1870 à l'âge de 21 ans. Le 12 mai 1890, il est muté au 110e régiment d'infanterie à Dunkerque. Il est médecin-major de première classe, officier de la Légion d'honneur, vénérable de la loge lilloise La Fidélité. La loge La Fidélité, qui existe toujours et qui est aussi très très ancienne, c'est là où, en 1958, le frère Charles Le Teneur, qui était originaire de Rosendal, a été initié. Et c'est lui qui, en 1958, réallumera les feux de l'amitié et fraternité. Donc, après avoir été vénérable de la loge La Fidélité, il sera vénérable de la loge dunkerquoise L'Amitié et Fraternité de 1891 à 1895. Il était député de la Grande Loge de France, grand maître de la Grande Loge de France en 1918-1919, 33e degré du rite. Il fut souverain grand commandeur du Suprême Conseil de France, c'est-à-dire qu'il dirigeait les hauts grades de la Grande Loge de France, et ceci de 1924 à 1926. Il était président de la Ligue républicaine, laïque, démocratique et sociale de Bailleul, où il était né en 1849. Je vous passe sa généalogie qui se trouve dans le livre. Quelques adresses successives de la loge. Rue de l'Abreuvoir en 95-99, qui deviendra la rue du 110. Place de la République au premier étage, 1901-1910. Rue de l'Esplanade, 1911-1925. Une mise en sommeil pendant la guerre 1914. Et elle se retrouvera quai de la Citadelle de 1926 à 1936. Les travaux sont resuspendus pendant le deuxième conflit mondial. Les loges et ateliers de Dunkerque de 1721 à 1958. L'amitié et fraternité 1721. Donc là, vous avez un sceau de la loge L'Amitié et Fraternité, et comme l'a dit, précisé tout à l'heure Bruno, loge de Saint-Jean de l'Amitié et Fraternité. Loge de Saint-Jean. Il y a eu à Dunkerque toujours un tribunal des grands inspecteurs, 1803, archives de la CMUA. Un chapitre des grands architectes, 1812. L'amitié et fraternité, 313. Donc, je ne sais pas si je peux vous lire ce qui est marqué au-dessus, enfin si vous le savez. Donc, il y a marqué AND, c'est-à-dire au nom de la Grande Loge de France et sous les auspices du Suprême Conseil du rite écossais ancien et accepté, et pour la France et ses dépendances. Il y a eu après ça l'amitié sub rosa, 1897. C'est un atelier travaillant au 18e degré. Il y a eu enfin l'atelier l'amitié et fraternité 762, celle qu'on le connaît maintenant, de 1958. Alors, il y a eu toujours à Dunkerque pendant toute cette période la Parfaite Union en 1767. C'est un document d'une collection privée qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2 ans. Il a été mis en vente sur eBay à 40 € et il a été adjugé à 850 € par
par un collectionneur de la région de Bordeaux. Il m'en a fait une copie pour que je puisse en parler. C'est le seul document qui est connu. ALO, ça veut dire à l'Orient. Hein. Donc c'est à l'Orient, mais tout le texte concerne Dunkerque. Après ça, il y a eu la Trinité 1784. La Trinité, c'est une loge qui était aussi importante que l'Amitié et Fraternité. Au maximum de sa contenance, elle a eu 91 frères qui signaient pour chaque réunion pendant quelques années. 91, ça fait beaucoup de monde. Ça fait un petit peu l'auditorium d'aujourd'hui. Donc 1784, il y a eu la Trinité 1829, la Trinité numéro 34, numéro 35, numéro 41, numéro 51. Il y a eu la Vertu 1775. Ah, non, non. Trop loin. Ouais. Oui, oui. La Vertu 1775, donc ça c'est une collection de l'Amitié et Fraternité. La loge La Vertu, elle avait été créée aussi parce que l'Amitié et Fraternité était les frères étaient très nombreux. On a vu la Trinité, c'était très nombreux aussi. Donc il y a eu encore une fois un essaimage, comme on parlait tout à l'heure, en 1775. Après, il y a eu la loge de Saint-Georges, 1786. 15 février, le Grand Orient, 1700. Cette loge de Saint-Georges est issue de la confrérie des chevaliers de l'Arbalète. Le vénérable en est Balthazar Ouins, l'imprimeur dunkerquois. Et on retrouve, cette loge n'a pas vécu très très longtemps parce que c'était des frères qui tiraient tous à l'arbalète apparemment, et puis ils se sont rassemblés en loge. Bon, je crois que c'est comme les loges où il y a beaucoup de docteurs, ils s'embêtent, ils parlent le métier. Donc ils sont revenus dans les loges, après on les a retrouvés dans les loges, dans les grandes loges comme l'Amitié ou la Trinité. Il y a eu les vrais Bataves, 1790. Cette loge fut installée par Emery Jean-Baptiste. Elle est composée de patriotes radicaux hollandais réfugiés à Dunkerque. Elle repartit à La Haye en 1795 et cette loge est toujours vivante à La Haye. Les vrais Bataves. C'était leur nom à l'époque, c'est toujours leur nom là-bas aux Pays-Bas. Il y a eu après ça la loge Vertu et Travail 1804. Le tablier était aussi exposé dans l'exposition du CMUA. La Trinité unitaire en 1826, un document aussi de la CMUA. La Vertu et la Trinité réunies 1859, Ordre et Travail 1860. Toutes ces loges furent installées par l'Amitié et Fraternité, sur ordre du Grand Orient, hormis bien sûr celle d'après 1891. Donc, il fut une époque où il y avait 14 loges symboliques, du 1er au 3e degré, et 6 loges de perfectionnement, du 4e au 30e degré. Dunkerque, terre de franc-maçonnerie, 20 loges à un certain moment. Il faut bien se rendre à l'évidence que le Grand Orient ne nous prend en compte sur ses effectifs qu'à partir de 1743 et que l'Amitié et Fraternité a été régulièrement établie et constituée le 3e jour le 3e jour du 5e mois, c'est-à-dire le 3 juillet 1741. Le texte repris ici sur le papier en tête de la loge L'Amitié et Fraternité en 1958 est un copier-coller du texte de Raymond Bertrand de 1858 que nous avons eu tout au début de cet exposé. On y retrouve 13 octobre 1721, les frères Romalet et de la Bretaigne, le frère Zantis, et non Gentis, comme indiqué par de Bertrand. Pour en terminer avec les loges de Dunkerque, les 3 loges qui suivent, souvent mentionnées et reprises par de différents auteurs, n'ont pas laissé de traces. Saint-Jean de la Modestie, la Concorde fraternelle, Saint-Jean de Jérusalem, créée en 1760 et supprimée l'année suivante.
Je vais vous parler quand même un peu des frères qui composaient le genre de l'échantillonnage de frères qui côtoyaient les loges. Donc on avait un curé, tout à l'heure on en a parlé un petit peu, de l'abbé Henri, on avait un docteur, le Gustave Desmond, des imprimeurs, des courtiers, des maires députés, des artistes peintres, des corsaires, des compositeurs de musique et tant d'autres que vous pouvez retrouver dans le livre ou sur les sites amitiéfraternité.com ou ghdk-flandre.fr. Alors j'en ai pris quelques-uns que je vais vous citer. Emmanuel Pierre-François Lorenzo dit Lorenz, donc imprimeur breveté et marchand libraire, directeur de la confrérie spirituelle de Sainte-Barbe, fut vénérable de la loge de l'Amitié-Fraternité en 1745, puis en 1748, en 1749. Il était né en 1715 à Termonde, en Belgique, décédé à Dunkerque en 1794. Lorenzo est connu pour ses annuaires ou almanachs, qui de 1755 à 1883, soit pendant 128 ans, lui et ses héritiers publièrent Le savoir se déplacer à Dunkerque, tous nos lieux de vie, c'est-à-dire on y trouvait les adresses des casernes, les adresses de la mairie, les adresses de toutes les sociétés savantes ou même tout ce qui était intéressant pour avoir, du moins pour faire des papiers à Dunkerque. Il y a eu aussi Jean Badge, que d'après les signatures, parfois on peut lire Jean Bag. Il est né en 1720 à Bergen, en Norvège. Il fut élu pour la première fois vénérable en 1769, puis régulièrement, 5 fois, jusqu'en 1788, date à laquelle on célébra son jubilé de 50 ans de maçonnerie. Il présida le chapitre attaché à la loge dès sa création en 1786, d'où sa signature, donc J. Badge, et les abréviations, c'est donc très sage maître du souverain chapitre Rose-Croix. Jean Badge fut initié en 1738. Il n'avait que 18 ans. Il fut initié par la loge de Saint-James à Aberdeen, où il obtint également le degré de compagnon. Il reçut celui de maître en 1740 dans la loge de Trondheim à Bergen, en Norvège. Et au cours d'un voyage en mer du Nord, son navire fit naufrage. Il se réfugia à Dunkerque. Badge y resta plus de 40 ans, où il continua à exercer la profession de courtier juré-interprète pour le compte de l'amirauté. La loge L'Amitié et Fraternité lui conféra le titre de membre officier honoraire et jubilaire. Il décède en 1800 à 3 mois de ses 80 ans. Jean-Marie Emery, peint ici par Jacob Sablé, musée de la Légion d'honneur, fut initié en 1783, à 29 ans. Il fut vénérable de juin 1788 à juin 1789, puis de juin 1813 à juin 1814, puis en 1817 jusqu'en 1819. Je résume un petit peu. Fils de négociant, il se fait un nom dans le commerce maritime. Consul de Suède en 1786, il commença une carrière politique en 1789. Élu colonel de la garde bourgeoise qui va devenir garde nationale. Il est président des Amis de la Constitution, promu député de l'Assemblée législative en 1791 avec le frère Coppens, député d'Onscott. Maire de Dunkerque en novembre 92. Ami de la famille Tacher de la Pagerie, dont il est le courtier, il finance Joséphine de Beauharnais et se lance dans le trafic d'ébène. Conseiller général en 1800, nommé maire par arrêté du premier consul Bonaparte en 1802, chevalier impérial de la Légion d'honneur en 1804, député du Nord en 1814, président du conseil de fabrique de l'église Saint-Éloi. Il décède en 1825, il a 71 ans. Là, ça tombe au cimetière de Dunkerque. Elle est mal en point. L'association Dunkerque 1721 va essayer de faire quelque chose avec Bruno qui a eu cette idée qui serait pas mal. Il faut voir comment on pourrait y procéder. Van der Puel,
Van der Poel peint par lui-même. Ce tableau est donc dans les collections, dans l'exposition qui est présente aujourd'hui. Artiste peintre, est né à Utrecht, aux Pays-Bas, en 1750. Il fut initié à la loge L'Amitié et Fraternité en 1787, loge qu'il fréquenta jusqu'en 1792. À l'âge de 21 ans, en 1770, il se trouve à Bruxelles, où le 5 octobre, après avoir abjuré le calvinisme, il se fait baptiser dans la région catholique romaine. On le retrouve en France, où il exerce son art, notamment à Dunkerque, où il a exécuté le portrait du maire Emery, tableau qui se trouve aussi dans l'exposition. Il peindra aussi celui de Badge et celui de lui-même. Il meurt à Calais en 1824 à 74 ans. Pierre-Louis l'Hermite. Ce buste en bois peint, qui est au musée de Dunkerque, enfin qui est au musée, qui est quelque part au musée, portuaire. Oui, c'est vrai, c'est là que j'ai fait la photo. Buste en bois peint du contre-amiral Pierre-Louis l'Hermite, ayant servi de figure de proue à la goélette islandaise portant son nom. Récupéré lors de la démolition de ce bateau, il servit d'enseigne à un estaminet de Fort-Mardic avant d'être exposé au musée. Pierre l'Hermite signera le cahier de présence de la loge de 1799 à 1801. Il était né en décembre 1761 à Dunkerque et mourra dans cette même ville en 1828. C'est un corsaire dunkerquois, officier de marine français. Il terminera sa carrière avec le grade de contre-amiral. J'ai gardé le meilleur pour la fin. C'est pas moi. Hein. Ernest David Frédéric Riefenstahl, dit David Riefenstahl, est né en juin 1803, chef de musique du 17e régiment d'infanterie légère en 1827 en garnison à Dunkerque, chef de la musique de la garde nationale, puis chef de musique communale de Dunkerque et professeur de musique. Il est le compositeur de la cantate à Jean Bart sur des paroles de l'avocat Joseph-Auguste Fontenoy. Il signera le cahier de présence de la loge de 1841 à 1843. Il décédera en 1879, âgé de 75 ans. Donc cette tombe se trouve du côté du carré des Protestants. Elle avait été restaurée par les corsaires dunkerquois en mars 1896. Riefenstahl, il mérite. Alors, les conclusions. Là, c'est sérieux. En l'état, pour ce qui nous concerne, il ne nous est toujours pas possible de certifier la date exacte de la création de l'Amitié et Fraternité. Première loge sur le sol français, sans doute. Plus ancienne loge de l'Europe continentale, rien de moins sûr. La loge La Parfaite Union de Mons revendique aussi la date de 1721 pour sa création. Or, Christiane Berven-Stevelenck, théologienne néerlandaise de l'université de Nijmegen, dans son ouvrage La franc-maçonnerie hollandaise, situe une loge à Rotterdam fondée vers 1710. Alors, la loge s'appelait les Chevaliers de la Jubilation. Était-ce vraiment une loge? Le doute subsiste aussi. Il y en a qui jubilent. Autre auteure contemporaine, Jocelyne Bournonville, qui arrive à la même conclusion. Cite pour le Nord, Valenciennes, avec la loge La Parfaite Union, créée en 1733. N'oublions pas la Constance à l'Orient d'Arras, ainsi que Paris, qui revendique la date de 1725 avec la loge de Saint-Thomas qu'on a citée tout à l'heure, la loge de Saint-Thomas au Louis d'Argent. Jean-Marc Vanille, chercheur émérite, se rapproche toujours plus de cette date toujours contestée de 1721. Mais les documents font défaut et Dunkerque reste la grande inconnue quant à sa date de création. Maintenant, nous n'avons pas de documents qui réfutent la date du 13 octobre 1721. Il y a de grandes probabilités que nous ne retrouvions jamais la patente, car en 1721, celle-ci n'existait pas.
D'ailleurs, les 4 loges fondatrices anglaises de la maçonnerie n'en possèdent pas non plus. Elles sont dites de temps immémoriaux. Gardons la légende, c'est tellement plus beau. On comprend que le déni de certains, s'acharnant à vouloir prouver que nous ne sommes pas la loge la plus ancienne du royaume, n'est qu'un prétexte pour sortir notre loge de son historicité, donc de sa mémoire. Notre institution est humaine. Nous n'avons aucun pouvoir, car nous n'appartenons à aucune puissance, car nous appartenons à une puissance symbolique, philosophique, initiatique, qui n'a pas besoin de pouvoir pour s'exprimer. La foi du franc-maçon, c'est la fidélité à l'incertitude. Je finis. Cet exposé, cette restitution et cette vibrante profession d'intention que tu nous livres. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, nous sommes maintenant dans une situation de dialogue avec nos 3 orateurs. Et je ne sais pas si Bruno et Agathe souhaitent se mettre face à notre salle. On a préparé pour cela des chaises. Est-ce que dans la salle, sur un point ou un autre, des curiosités ou des questions se profilent? Dites-moi. Je ne sais pas quelle conclusion il nous faudra tirer de ce silence, mais Je vais combler le vide. faites, Bruno, on vous écoute. D'abord, encore merci William pour tout. Merci Agathe et Jacques pour ce riche exposé. J'ai une information intéressante peut-être à apporter. Parce que tu parlais, Jacques, de la liquidation, de la vente aux enchères, des trésors de la loge. Et parmi ces trésors, il y avait un livre qui s'appelait Le Doux Trésor, exactement, de Brunetto Latini, disciple de Nantes. Et ce livre aurait été, je dis bien en conditionnel, nous aurait été remis par le duc de Montagu. Duc de Montagu est un personnage un petit peu ambigu, mais bon, c'est aussi l'époque, mais ça peut encore arriver aujourd'hui, parce qu'il était grand maître de la Grande Loge de Londres, et il a beaucoup séjourné aussi dans le Nord. Il est passé par Dunkerque, ami, comme tu disais, de Ramsay. Et je dis ambigu parce qu'il était orangiste à Londres et ami des Jacobites quand il était ici. Donc ce qui peut rendre aussi plausible le fait qu'il est passé par Dunkerque et ait pu créer l'amitié-fraternité. Toujours est-il que ce livre a bien existé, de Brunetto Latini, qu'il a été vendu aux enchères à Dunkerque, qu'il a été racheté et qu'il a ensuite été remis à la ville de Dunkerque. À la bibliothèque de Dunkerque qui se trouvait à l'époque en mairie, dans une partie de la mairie de Dunkerque, qui hélas, encore une fois on a joué de malchance, a brûlé en 1929. Ce livre est d'une telle richesse, une calligraphie intéressante, qu'on peut le trouver sur Internet, on peut le lire. C'est intéressant parce que ça parle, je ne sais plus la date exacte, vous pourrez m'aider, mais je crois que c'est 1512. C'est même antérieur. 1300 Dante, oui. Donc, bref, ce livre très très ancien, on va dire, parle un peu aussi d'une forme de démocratie et c'est une richesse incroyable. Il a fallu attendre quelques siècles après pour avoir à peu près un traité de l'humanité d'une telle richesse qui était celui de Voltaire. Mais je vous invite à le lire et je trouve qu'il est très avant-gardiste pour l'époque en tout cas. Bref, ce livre a brûlé dans la mairie de Dunkerque. Oui, vous complétez notre documentation, Bruno, merci. Alors, à travailler en préparation de cette journée, on a pu mesurer que à la fois les malchances de destruction s'accumulent et sont un peu délicates à interpréter,
Pourquoi l'abbé Henri détruit-il les archives? Où est-il réputé les avoir dispersées dans les années 1780? Pourquoi, un peu comme une malédiction, lorsqu'un document clé doit se trouver quelque part, il ne s'y trouve plus ou la trace en est gommée? Et comme le soulignait Jacques tout à l'heure, on s'est aperçu en étudiant le livre d'architecture de la loge de la fidélité d'Hesdin que quelques années après, on est dans la même situation à Hesdin avec un vénérable ou un héritier de vénérable qui prend une démarche de destruction. Alors, je ne sais pas si c'est incident d'avoir Hesdin et Dunkerque dans ce cas-là, mais il sera intéressant de se poser la question, est-ce que d'autres loges sont réputées avoir connu la même mésaventure à la même période? Parce que à partir du moment où une troisième occurrence arriverait, on sera en droit de se demander ce qu'elle signifie. Il y a forcément une volonté de brouillage par rapport à une information, il y a un intérêt à construire, on se le demandera. Alors je quitte le sujet pour revenir à ce que vous évoquez. Effectivement, par fragments, nous avons des éléments complémentaires qui viennent étoffer de proche en proche, et avec Internet notamment de façon intercontinentale, puisque les dernières choses que j'ai lues de documentation complémentaire évoquaient des sources canadiennes et des échanges maçonniques intercontinentaux, on n'a pas fini de creuser la question. Mais on n'a pas non plus fini, et vos travaux nous documentent sur le fort faisceau de présomption, on n'a pas non plus fini de chercher la preuve que probablement nous n'aurons pas, quoi. Donc la marche continue. Je crois que le micro est parti vers un Non, participant. simplement un petit rectificatif. L'incendie de 1929, c'est pas à la mairie de Dunkerque, c'est rue Benjamin Morel, où se trouvait la bibliothèque musée. Voilà. Et le livre de Latinier a brûlé à ce moment-là. Merci beaucoup de la précision. J'ai quelques soucis en ce moment et j'ai parfois un peu de perte de mémoire, mais je me souviens qu'en tout cas, c'est 1312 maintenant, le livre. Ça fait 14e. Mais effectivement, le lieu, et c'est ça, c'était bien la bibliothèque, en tout cas, c'était bien 1929 et c'était bien ce livre, oui. Pour ce qui est des incendies, il y a eu aussi des incendies volontaires, puisqu'il y a des périodes de guerre, et entre autres la Seconde Guerre mondiale, où, comme vous le savez, Dunkerque a été quasiment détruit et les archives ont été, on nous dit, soit enterrées, on sait pendant quelle forêt, on nous dit du côté d'Escalbec, on nous dit Mormal, mais aussi une partie brûlée. Encore une fois, le feu. À vos pelles. Pour revenir un petit peu sur les archives qui ont été brûlées, du moins celles de l'abbé Henri ou bien celles de Hesdin, il faut savoir que la franc-maçonnerie, à l'origine, c'est de l'oralité. C'est uniquement parler. Si vous voulez, il y a certaines loges où il n'y a pas de livre pour lire le rituel, il se fait par cœur. Or, à cette époque-là, c'était vraiment du par cœur. Et peut-être qu'il n'a pas trouvé bon de garder ses papiers, puisque de toute façon, on savait tout. Il savait par cœur tous les rituels, comment il fallait ouvrir la loge, comment il fallait fermer la loge, et entre deux. Donc il se peut que ce soit ça, c'était une des possibilités, mais évidemment on ne le saura jamais, puisque c'est parti avec l'abbé Henri. Méthodologiquement, c'est toujours à souligner, on imagine un document par analogie à ce que nous réalisons, mais il n'a pas forcément été produit, la nécessité ne s'imposait pas forcément. Et effectivement, c'est à penser, je vois Agathe qui acquiesce sur cet aspect méthodologique, bien sûr. Je vais revenir quant à moi, sans empêcher personne évidemment de vous interroger, sur la concentration des loges. Jacques évoquait 14 plus 6 ateliers, donc un développement considérable. Alors on sait que ça peut être la croissance d'un groupement qui détermine sa division et son essaimage, mais pour autant la concentration dunkerquoise, et j'ai envie de dire péri-dunkerquoise, elle est absolument impressionnante. Est-ce qu'on a d'autres territoires qui répondent à cette même situation, ou est-ce qu'on est dans une situation atypique sur ce littoral ? Dunkerque est vraiment une particularité. Je pense évidemment qu'à l'époque, il n'y avait pas les clubs-services, il n'y avait pas toutes ces choses-là. Il y avait pas. C'était vraiment l'occasion de se regrouper entre commerçants, de se regrouper entre gens éclairés. Le siècle des Lumières y est pour beaucoup, et on le sent pointer dans les années 1780. On sent qu'il y aura beaucoup de... Les loges se remplissent. Et vu qu'elles se remplissent, je pense que c'était pour occuper aussi tous ces nobles, tous ces commerçants. Et
peut-être pas nobles, mais enfin, ils étaient fortunés. Ils pouvaient payer parce qu'ils donnaient des sous, vraiment, comme ce qu'on appelle la capitation, c'était l'adhésion. Oui. Ils payaient une capitation assez forte et en plus de ça, ils géraient des hôpitaux, ils géraient des écoles, ils géraient l'école de dessin à un moment. Et donc tout ça, on le retrouve aussi dans le livre. Et ça fait qu'il fallait des gens, il fallait beaucoup de personnes qui puissent alimenter le pécule de chaque loge. Ce qui signifie aussi que ça a pris une place dans la société, une place structurante dans la société. L'Ancien Régime, avec sa société d'ordre, le clergé, la noblesse, le tiers-État, a mis des limites à la possibilité d'expression à pas mal de groupes sociaux. Daniel Roche, que tu évoquais, je crois, ou Bruno l'a évoqué, a restitué il y a déjà bien longtemps la place qu'avait prise dans la construction de la structure politique française ces initiatives antérieures à la Révolution, qui ont fleuri à la Révolution. Donc quand on voit des loges se multiplier et agir pour la société à différents niveaux, on est sur une mutation de la société qui est en train de se faire. Politiquement, ce sera la révolution. Socialement, ce sera par les échanges entre les personnes. Est-ce que je lis bien les choses? Êtes-vous d'accord avec cela? Oui, je pense que c'est tout à fait ça, parce que pourquoi après ça, ça a périclité après la Révolution, et après ça, une fois que la loge l'amitié fraternité a périclité, tout le monde s'est retrouvé à la société d'histoire de la société dunkerquoise, hein, pour créer, donc refaire un endroit où ils pouvaient se retrouver, où ils pouvaient encore rediscuter des choses qui les intéressaient. Oui, c'est-à-dire que le groupement est demeuré, mais en trouvant des formes adaptées à la situation présente de la société. Voilà. Et puis le symbole même de la société dunkerquoise à l'époque, c'est tous les outils qui sont du compagnon, tous les outils qu'on retrouve en franc-maçonnerie. Et puis, en fin de compte, on retrouve tous les arts libéraux. Quelqu'un dans la salle? Alors, oui, pardon. S'il vous plaît. Merci, bonsoir, Frédéric Dufour. J'ai noté que la première obédience, si j'ai bien compris, de l'amitié et fraternité, c'était le Grand Orient, le fameux Grand Orient. Et puis après, avec les épisodes, il y a eu cette dissolution, il y a eu des mises en sommeil. Et puis on voit cette renaissance, cette recréation, et ça rallumage. Est-ce que c'est une renaissance, mais sous l'obédience de la Grande Loge de France? Alors, pourquoi ce basculement? Pourquoi le Grand Orient n'a pas revendiqué l'origine de cette loge? Et où en est-on? Est-ce qu'il y a une continuité? Est-ce que ça a été, encore une fois, un rallumage ou non? Merci. Oui, c'est vrai que nous avons été Amitié et Fraternité donc sur 300 ans, 170 ans Grand Orient, 130 ans Grande Loge de France. Mais on a encore 40 ans à attendre pour avoir 170 ans et 170 ans de chaque côté. Mais je pense que le Grand Orient ne l'a pas mis son droit de préemption, tout simplement parce qu'il ne s'en est pas encore occupé. Et puis de toute façon, moi j'ai vu quand je suis allé au musée du Grand Orient, aux archives du Grand Orient rue Cadet, l'archiviste du Grand Orient m'a ouvert toutes les portes qu'il fallait. J'ai été dans ce qui a été pris en Russie, les archives russes qui avaient été subtilisées pendant la guerre 40. Ils m'ont ouvert tous ces cartons. Il n'y avait pas grand-chose. J'ai trouvé des papiers surtout sur des francs-maçons qui avaient été pris dans les rafles de Dunkerque, évidemment, mais très peu de choses sur la partie ancienne de l'amitié et fraternité. Donc ils sont tout à fait ouverts, et puis ils sont bien contents qu'il y a quelqu'un qui s'en occupe, je crois que c'est tout. Mais ça tombe que je suis amitié et fraternité. J'aurais été chez nos amis du Géo, j'aurais fait la même chose.
qui je remets le mot de la fin. Avez-vous, Agathe, Bruno, Jacques, un mot de clôture à nous remettre? À boire, c'est prévu. Alors, j'aurai ce mot-là. Bon, vous savez à qui vous avez affaire? On avait quand même assez bien cerné les personnalités en présence au fil des conférences, mais il n'y a plus maintenant aucun doute. Donc, je vous témoigne, quant à moi, en vous invitant à rejoindre effectivement ce qui nous attend à boire, d'un grand plaisir d'avoir pu mener cette rencontre avec vous, de vous avoir vu rejoindre cette rencontre et partager autour d'une question, des questions qui, comme nous le disait notre élu tout à l'heure, ne sont pas des questions seulement de la rétrospective, mais sont des questions de et après et pourquoi. Et là-dessus, l'histoire, le savoir, la participation, l'activité, qu'elle soit profane, qu'elle soit faite dans d'autres cercles, ne peut que nous amener à échanger valablement sur des questions qui se posent à nous tous. Donc de ce point de vue, je crois que nous remplissons notre petite mission patrimoniale, nous remplissons tous notre grande mission de poursuivre une grande aventure, et je vous remercie tous pour votre présence comme pour les travaux préparatoires. Merci à tous. Jacques a pris des ouvrages que je vais amener si personne n'est parti avec le carton. Vous pouvez lui en acheter. Et ceux qui ont déjà l'ouvrage, ceux qui n'en veulent pas ou ceux qui ont très soif peuvent rejoindre le bar qui est ouvert à la porte. J'amène le carton tout de suite, Jacques.